l'expert ce matin, c'est le professeur Robert Cohen. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes pédiatre, infectiologue à l'hôpital de Créteil, président du Conseil national professionnel de pédiatrie. Ce matin, je voulais vous entendre à propos des enfants et du Covid. Les enfants sous la menace du virus, peut-on lire ici ou là. Quelles sont les données? C'est vrai que la rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Beaucoup de parents s'interrogent, s'inquiètent de la contamination possible. On va parler aussi des nourrissons. Quel est l'état des connaissances aujourd'hui sur la contamination des enfants? Alors, le variant Delta est plus contagieux pour tout le monde, y compris pour tous les enfants, y compris pour les enfants. Donc, de ce côté-là, on n'a aucun souci. Il y a un risque de contamination plus important qu'il n'était à la rentrée précédente avec le variant Delta. Donc, mais une fois qu'on est infecté par le variant Delta, il n'y a pas de différence de risque de forme grave pour l'instant démontrée chez l'enfant. Ouais. Donc, oui, peut-être qu'il va y avoir plus de cas, probablement il va y avoir plus de cas. Ces cas ne vont pas entraîner forcément plus de formes graves une fois qu'on est infecté. Ouais. Donc, alors, vous comprenez bien que la nuance dans le forcément jusqu'à maintenant peut tout de même inquiéter les parents qui n'ont pas forcément... Vous avez compris que depuis le début de l'épidémie, il faut évoluer, il faut mettre des nuances. Parce que si on ne met pas de nuances, depuis le début de cette épidémie, les écoles seraient fermées depuis 1 an, comme ça s'est passé dans certains pays, etc. Donc, notre position, c'est de dire qu'il faut être vigilant. On surveille de très 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 près les contaminations. On a en France différents systèmes de surveillance pour les infections pédiatriques qui marchent bien, d'accord ? Et deuxièmement, il faut être optimiste parce que j'entends bien cette crainte d'ici ou là de dire il y a peut-être plus de cas, etc. Mais quelle est la solution autre que d'ouvrir les écoles ? On va fermer pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, avec toutes les conséquences que peuvent avoir la fermeture des écoles pour les enfants. C'est juste le rapport bénéfice-risque va clairement pour l'ouverture des écoles le plus largement possible, bien entendu en adaptant les mesures de réduction de circulation du virus au fur et à mesure des connaissances et de l'évolution de l'épidémie. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, en termes d'hospitalisation en réanimation pédiatrique ou en pédiatrie tout court, nous n'avons pas de signal en France. D'accord. Quid des petits, des nourrissons ou des enfants qui vont à la crèche? Il y a pas mal de parents qui s'interrogent sur l'opportunité de mettre leurs enfants à la crèche à cause du Covid. Là, je parle des plus petits, des 0-3 ans, donc il y a peut-être même une distinction à faire sur nourrissons, peut-être après 1-3 ans. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des différences justement dans la contamination possible en fonction des tranches d'âge? Alors, on va oublier les nouveau-nés et les moins de 3 mois, d'accord, qui sont à part, pour lesquels la contamination est essentiellement intrafamiliale. Mais dans les études précédentes, nous avions remarqué dans différentes études que les enfants en crèche n'avaient pas plus de risques que les autres d'attraper le Covid. Maintenant, est-ce que tout ça est extrapolable pour le vaccin Delta? Non, il y a des questions qui se posent. On va surveiller, on va être vigilant, on va adapter les mesures d'hygiène et on va être proactif et optimiste. Ouais. Les mesures d'hygiène, est-ce qu'il faut dépister dans les écoles? Est-ce que ça a un sens? Alors oui, ça a énormément de sens de dépister dans les écoles, c'est très très important, mais il faut que ce dépistage soit adapté localement et régionalement à la circulation virale. C'est-à-dire on ne peut pas faire des tests tous les jours à tous les enfants dans tous les coins de France. Imaginez-vous le nombre de tests, le coût, le désagrément pour probablement pas grand-chose. Par contre, si l'épidémie augmente dans telle ou telle région, s'il y a 1 ou 2 cas dans une école, il faut dépister très largement à ce moment-là. Donc vraiment, j'insiste sur ça, c'est que la réponse, elle n'est pas unique dans toute la France, dans toutes les circonstances, elle doit être adaptée à la circulation du virus. La vaccination pour les ados, vous en pensez quoi? Alors,
Vous savez, avant le variant Delta, l'ensemble des pédiatres dans différents pays européens n'étaient pas, comment vous dire, pressés de mettre en place la vaccination. Mais ce qui vient d'être dit tout à l'heure sur le variant Delta, avec sa plus grande contagiosité, et ça pour les adolescents, nous avons des preuves qui sont plus souvent infectés qu'avant, d'accord, impose cette vaccination. Donc oui, l'ensemble de la communauté pédiatrique en France est favorable à la vaccination la plus large possible des adolescents. Donc à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, parce que les études ont été conduites à partir de l'âge de 12 ans. Pour les plus jeunes, nous n'avons pas encore d'études. Nous le saurons dans les semaines ou plutôt mois à venir. Et puis en fonction des résultats de ces études, on pourra conseiller ou pas conseiller cette vaccination pour les plus jeunes. Oui. Sur ce qui se passe à l'étranger, vous dites en France, nous, on n'a pas d'hospitalisation de cas de Covid en réanimation pédiatrique. Est-ce qu'à l'étranger, il y a d'autres observations dans d'autres pays plus touchés ? Alors, quand je dis nous n'avons pas de cas, c'est-à-dire nous n'avons pas de signal. Il y a toujours, oui, il y a toujours des cas. Quelques cas, bon, donc on est bien d'accord. Maintenant, dans certains pays, par exemple aux États-Unis, a été signalée une augmentation dans certaines régions des États-Unis, augmentation du nombre de cas. Mais il faut se rappeler deux choses, que le système de santé américain n'est pas le système français, que c'est survenu dans des États essentiellement où le taux de vaccination était très faible, comme ça peut se produire dans notre territoire d'outre-mer. Et troisièmement, que les facteurs de risque dans ces pays, en particulier la place des minorités et des minorités défavorisées, qui souvent ont plusieurs facteurs de risque en même temps, risquent d'augmenter. Donc il y a eu aux États-Unis des signaux, mais ils ne sont pas complètement extrapolables à la France. Et franchement, depuis le début de cette épidémie, on a fait énormément de progrès dans la surveillance de cette maladie en France. Et on peut faire confiance à nos chiffres et on adaptera à la situation. Les enfants sont contaminants, c'est-à-dire qu'un enfant peut, c'est aussi ce qui fait hésiter peut-être certains parents à remettre leurs enfants je parle des plus petits, dans les crèches ou en petite section de maternelle, en se disant qu'ils risquent eux d'être contaminés même si les enfants ne font pas de forme grave. La réponse est claire, il faut que les parents soient bien vaccinés. Oui. Vous m'avez posé la question de la vaccination des adolescents, je suis encore plus convaincu pour la vaccination des adultes, des parents d'enfants, des enseignants et de tous les adultes au contact avec les enfants. Cette vaccination est extrêmement importante. Pourquoi elle est extrêmement importante ? Elle est extrêmement importante parce qu'elle les protège extrêmement bien des formes graves de la maladie. Quand on est parent, on a entre 20 et 45 ans ou 18 et 45 ans, on est jeune et la vaccination marche remarquablement bien sur les formes graves. Et donc c'est comme ça qu'on va circonscrire la place des enfants dans la dynamique de l'épidémie. La vaccination des adultes est fondamentale. Oui. La question aussi sur les mesures barrières, les masques et les enfants, est-ce que c'est utile de leur mettre des masques ? On voit dans le commerce des masques pour enfants. Alors, c'est une question importante parce que la réponse est variable en fonction des pays. Vous avez cité, par exemple, l'exemple des États-Unis pour les réanimations. Par exemple, aux États-Unis, ils recommandent le port de masque des 2 mois. Ah oui. 2 ans, excusez-moi. Ah oui, 2 mois, c'était compliqué. C'est pas possible. Bon. Dès l'âge de 2 ans. Bon. Et bien en Angleterre et dans l'Europe du Nord, les enfants ne portent pas de masque. Donc vous voyez que, et vous avez bien compris que l'épidémie n'était pas plus importante en Angleterre qu'elle ne l'est aux États-Unis. Mais il y a tellement de facteurs à prendre en compte, en particulier les taux de couverture vaccinaux et les risques dans ces différents pays. Et quand j'ai pu citer l'Angleterre, je peux vous citer beaucoup de pays d'Europe du Nord où le port du masque n'est pas. Donc, le port du masque est un outil supplémentaire qui, à notre sens, qu'il faut utiliser actuellement en période de forte circulation de virus de 6 ans, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre le Covid. Il y a tellement d'autres mesures en même temps que maintenant chacun connaît le distancement quand il est possible,
le lavage des mains, et maintenant on insiste énormément sur l'aération. L'aération, oui, c'est ce qui va. C'est un changement stratégique assez important pour cette rentrée scolaire, c'est que l'éducation nationale, en tout cas dans ses plus hautes instances, a pris en compte cette dimension. Et ça peut contribuer. Mais le masque, on le porte à partir de 6 ans en France. C'est des recommandations. C'est des recommandations dans de très nombreux pays européens. Là, l'Europe est assez homogène pour le port du masque. Question d'une auditrice, est-ce que le PIMS a remplacé le Kawasaki chez les enfants? Alors, je ne sais pas ce que c'est que le PIMS. Alors, au début, en fait, ce sont des enfants qui présentent des fièvres extrêmement élevées, une fatigue extrêmement intense, des signes cardiaques, des signes neurologiques qui apparaissent non pas au moment de l'infection, mais un mois après. Ça ressemblait à une maladie qui s'appelle la maladie Kawasaki, qu'on connaît depuis 40 ans. Et on s'est aperçu qu'il y avait quand même des différences entre les Kawasaki qu'on avait l'habitude de voir et ce syndrome-là. C'est pour ça qu'il a changé de nom, mais c'est la même maladie, grosso modo. Et ça survient essentiellement chez les enfants à partir de 3-4 ans, et ça survient un mois après l'épidémie. Et ça, la prise en charge de ces patients est maintenant assez bien codifiée. Et c'est vraiment, il y a un lien qui est établi entre Covid et PIMS. Ah oui, clairement. Donc là, on n'a aucun doute sur le lien. Aujourd'hui, au début, que dans les premières semaines ou mois, on avait un doute. Maintenant, c'est clairement lié à une infection au SARS-CoV-2 qui est survenue 3 à 5 semaines avant l'épisode qui les conduit à l'hospitalisation. Mais il faut savoir que même si c'est une maladie impressionnante, elle est impressionnante. Sous les traitements qui existent, les enfants guérissent assez vite. On entend donc votre message, en tout cas, de dire aux parents il faut que les enfants aillent à l'école. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de risque. Le bénéfice-risque ne se discute pas en matière d'efficacité, d'intérêt pour l'enfant. Ouais. Très bien. Je vous rappelle que les enfants avaient énormément souffert des périodes de confinement, des périodes de fermeture scolaire, des périodes de fermeture de classe, et on a eu une atteinte à la santé mentale et physique des enfants bien plus importante que la maladie Covid elle-même chez l'enfant. Merci beaucoup, professeur Cohen. Donc, je rappelle que vous êtes pédiatre infectiologue à l'hôpital de Créteil et président du Conseil national professionnel de pédiatrie.